Avant de commencer le récit sur la légitimité des Lys et le duc d'Anjou, rendons hommage à Alphonse de Bourbon, décédé tragiquement, le 30 janvier 1989. Bonsoir à tous. Ce soir, Histoire de France, la légitimité des Lys et le duc d'Anjou, troisième partie. Environ 40% des Français boudent les urnes électorales, symbole du système. Environ 20% accordent leur voix à des candidats qu'ils espèrent, généralement à tort. Hostile à Marianne, et puis à fameux triptyque liberté, égalité, fraternité. Malgré tout, 17% affichent des opinions royalistes. Et feu Monseigneur le duc d'Anjou et de Cadix, l'héritier des monarques très chrétiens, suscitait dans tous les lieux qu'il visitait une irrépressible enthousiasme populaire. Rien qu'à Paris, le 22 janvier 1989, 9 jours avant son décès, 5000 personnes acclamèrent le prince à sa sortie de la chapelle expiatoire. Vers la fin août 1988, ce croulement des institutions, ce renouveau de la légitimité monarchique, grâce au charisme de feu Monseigneur le duc d'Anjou, engagèrent l'historien Jean-Sylve de Ventavon et l'éditeur François Sorlot à essayer de publier assez rapidement un livre où serait expliquée la nature exacte de la monarchie des Lys. L'arrêt de la biographie des souverains très chrétiens, de jurés, depuis la disparition en 1883 d'Henri V, observer la pensée du duc d'Anjou et de Cadix, Alphonse II, de droit, conforterait l'idéal des fidèles, l'insufflerait à Dieu, aidant aux administrés de la République, servirait à la fois l'histoire et la patrie. Comme il n'était point imaginable d'ébaucher un tel travail sans l'assentiment de Monseigneur le duc d'Anjou, l'auteur que je vous lis voulut bien accueillir, bien sûr, Sylve de Ventavon et Sorlot à encourager leur initiative. Ni l'historien ni l'éditeur n'oublieront cette date. Hélas, le Tout-Puissant rappela le prince en paradis le 31 janvier 1989, mais Monsieur Sylve de Ventavon et Sorlot n'abandonnèrent point la besogne qu'avait approuvée le feu duc et la légitimité des Lys et le duc d'Anjou. C'est ce livre qui est l'ultime hommage qu'ils rendent aujourd'hui au roi de France et de Navarre, Alphonse II, et le premier qu'ils offrent à son fils, Monseigneur Louis-Alphonse, roi de France et de Navarre, sous le nom de Louis XX. La France m'est bien obligée, car je travaille bien pour elle, Henri IV. La revendication du droit est éternelle, Jacques Bénigne-Bossuet. Je ne puis oublier que le droit monarchique est le patrimoine de la nation, ni décliner les devoirs qu'il m'impose envers elle, Henri V. Nous avons dans notre famille deux successions. L'une, celle de France, est nette et formelle, dictée par la loi salique. L'autre, celle d'Espagne, est complexe et dépendante des Cortés. Alphonse XIII, roi d'Espagne. Le prince qui oblige les lois fondamentales, coint à Reims l'archevêque-duc et l'aîné, le chef de la maison de France, le distinguo entre maison de France et maison de Bourbon, qu'échafaudent aujourd'hui des naïfs, des dupes et des faussaires, relève de l'Uchronie. Point de l'histoire. Le pape Boniface VIII fut le premier à utiliser le terme de maison de France, dans le dessein d'affilier idéalement les successeurs du Capet au roi d'Israël qui, selon la Bible, appartenaient à la maison de Juda ou de David. La bulle de canalisation de Louis IX, acte signé le 11 août 1297, l'officialisa. Godea domus inclita Francia, régis-toi, illustre maison de France, écrivait le pontife. Le roi, ses enfants, les enfants du dauphin et du fils aîné du dauphin sont de France. Bouleversante et symptomatique identification du monarque et de sa famille au pays. Depuis qu'une branche du sang royal est parvenue à la couronne, elle quitte son surnom pour prendre celui de France. Il faut remarquer que lorsqu'un prince du sang royal parvient à la couronne, il quitte le surnom de sa branche et ne porte plus que son nom de baptême et celui de sa couronne. Ses enfants sont nommés de France et les descendants des Puynés prennent le surnom de leur
apanage. Valois, Bourbon, Orléans sont des noms d'apanage. Philippe de Valois, Louis d'Orléans, Valois, François d'Angoulême, Valois, Henri de Bourbon, lequel roi de Navarre n'employait point le surnom de Bourbon, bien que chef de cette branche. Premier prince du sang et premier père laïque devinrent de France le jour qu'ils furent rois des Lys. En 1662, en 1741, en 1717, en 1761, l'édit excluant les Courtenay du trône, l'édit légitimant les bâtards de Louis XIV, l'édit abrogeant ses légitimations, le pacte de famille, indifférencière, maison de France et maison de Bourbon. Sous Louis XVI, la maison de France ou de Bourbon comprenait avec le roi et ses proches la souche de Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, les branches d'Orléans et de Condé. Le 30 avril 1827, scandaleux dénouement à un entretien de nature économique. Le dey d'Alger, Hussein Ibn al-Hussein, soufflait 3 fois du manche de son chasse-mouche le consul de France de Val. Les coups sont assortis d'invectives. Tu es un méchant, un infidèle, un traître, vocifère l'islamiste. Obstiné, le dey refusera de présenter des excuses à Charles X, et le roi épuisera toutes les voies de la négociation avant d'entreprendre une action belliqueuse. Ce n'est que le 4 février 1830 qu'au cours de Russie, d'Autriche, de Prusse, le prince Jules de Polignac, président du Conseil, notifie l'intention qu'a le très chrétien de punir Hussein et d'assainir le nid de Forban de la mer qu'est Alger. Le tsar, l'empereur, le roi Hohenzollern m'approuve. Sa gracieuse majesté blâme, tant pis pour sa gracieuse majesté. Cette époque, la France est virile, moque les caprices de l'étranger. Lord Stuart of Rothsay, l'ambassadeur anglais, le constatera penaud. Avisant la mine Rogue, le baron d'Ossé, ministre de la marine de Charles X, qu'une opération sur les côtes algériennes fâcherait Londres, il s'entend rétorquer « Milord, je n'ai jamais souffert que vis-à-vis de moi, simple individu, ont pris un ton de menace. Je n'offrirai pas davantage qu'on se le permette vis-à-vis du gouvernement dont je suis membre. Je vous ai déjà dit que je ne voudrais pas traiter l'affaire diplomatiquement. Vous en trouverez la preuve dans les termes que je vais employer. La France se fout de l'Angleterre. Le roi ne parle point autrement. La France insultée n'a besoin de l'aide que personne pour se venger. Quant aux Anglais, nous ne nous mêlerons pas de leurs affaires, qu'ils ne se mêlent pas des nôtres, estime Charles X. Là, le roi rencontre dans son royaume des ennemis plus dangereux qu'il en rencontre à l'extérieur. Habitués des loges francs-maçonnes, les libéraux orléanistes et républicains, les bonapartistes ont juré de d'abattre la monarchie. Leurs députés harcèlent les ministres de la Chambre. Leur presse calomnie la pensée du souverain, échauffe un peuple infantile. Le roi est bien résolu, cependant, à ne point rompre. Le 2 mars 1830, à l'ouverture de la session parlementaire, le discours qu'il y prononce est un ferme avertissement aux fauteurs de troubles. Si de coupables manœuvres suscitaient à mon gouvernement des obstacles que je ne peux pas prévoir, je trouverai la force de les surmonter dans ma résolution de maintenir la paix publique dans la juste confiance des Français et l'amour qu'ils ont toujours montré pour leur roi. L'adresse, réponse au message du monarque qu'a voté la Chambre des députés, par 221 suffrages contre 181. L'adresse de 221. Adresse qu'en compagnie de quelques représentants apporte Royer-Collard au roi, le 16, n'est pas moins rude. Sire, la charte que nous devons à votre illustre prédécesseur et dont votre majesté a la ferme résolution de consolider les bienfaits consacre comme un droit l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention devrait être, elle est en effet, indirecte, sagement mesurée, circonscrite dans les lignes exactement tracées que nous ne souffrirons jamais que l'on ose tenter de franchir. Mais elle est positive dans son résultat, car elle souhaite le concours permanent de votre peuple, condition indispensable de la marche des affaires publiques. Notre loyauté, notre dévouement nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas. L'insolent ton agressif de l'adresse n'effraya guère Charles X. Le 16 mai, il dissout la Chambre. Les élections sont prévues pour le 23 juin et le 3 juillet. En dépit des violentes attaques qu'elles enduraient en France, la monarchie remplissait outre-Méditerranée son devoir d'honneur et augmentait une gloire militaire qu'elle avait déjà épiquement accrue au Trocadéro et à Navarra. Transportée par l'escadre du contre-amiral Duperré, l'armée française, que commandait le général de Bourmont, débarquait le 15 juin à Sidi Ferrouche. Elle balayait les troupes du dey à Strawelly le 19, s'emparait de Fort-l'Empereur le 5 juillet, d'Alger le 6. De la ville conquise, Bourmont publiera ce bulletin.
Au quartier général de la Casbah, le 6 juillet 1830, la prise d'Alger était le but de la campagne. Le dénouement de l'armée a devancé l'époque où il semblait devoir être atteint. 20 jours ont suffi pour la destruction de cet État dont l'existence fatiguait l'Europe depuis 3 siècles. La reconnaissance de toutes les nations civilisées sera, pour l'armée d'expédition, le fruit le plus précieux de ces victoires. L'éclat qui doit en rejaillir sur le nom français aura largement compensé les frais de la guerre. Mais ces frais mêmes seront payés par la conquête. Et bientôt, le trésor conquis sur la Régence ira enrichir le trésor français. Le roi, assistant à l'office, un Te Deum, fut célébré à Notre-Dame de Paris le 11 juillet. 20 jours avaient suffi pour la destruction d'un État dont l'existence fatiguait l'Europe depuis 3 siècles. Triomphante en Afrique, la monarchie est humiliée en France. Les électeurs, par le système du sang aux 3/4 des bourgeois d'argent, ont grossi la Chambre de 53 députés libéraux. C'est une véritable provocation, s'indigne Charles X. Et à Saint-Cloud, le 9 juillet, il dit à son conseil « L'esprit de la Révolution subsiste tout entier dans les hommes de la gauche. En attaquant le ministère, c'est la royauté à qui ils en veulent. C'est le système monarchique qu'ils veulent renverser. J'ai malheureusement plus d'expérience sur ce point que vous, messieurs. Vous n'êtes pas d'âge à avoir vu la Révolution. Je me souviens ce que se passa alors. La première reculade qui fit mon malheureux frère fut le signal de sa perte. Le pays court à l'abîme. L'opposition nargue les lois. Une majorité de journaux l'appuient et impurement et simplement trahi lors de l'expédition d'Alger. Elle a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyens, les préparatifs, les chances de succès, commente au roi le ministre de la Justice Chantelose, insensible à l'honneur national. Il n'a pas dépendu d'elle que notre pavillon resta flétri des insultes d'un barbare. La presse s'est attachée à publier tous les secrets de l'armement, à porter à la connaissance de l'étranger l'état de nos forces, le dénombrement de nos troupes, celui de nos vaisseaux, l'indication des points de station, les moyens à employer pour contrer l'importance des vents et pour aborder la côte. Tout, jusqu'au lieu du débarquement, a été divulgué, comme pour ménager à l'ennemi une défense plus assurée. Et chose sans exemple chez un peuple civilisé, la presse, par de fausses alarmes sur les périls à courir, n'a pas craint de jeter le découragement dans l'armée et signalant à sa haine le chef même de l'entreprise. Elle a pour ainsi dire excité les soldats à lever contre lui l'étendard de la révolte et à déserter leur drapeau. Voilà ce qu'ont osé faire les organes d'un parti qui se prétend national. Le roi ne peut hésiter. Le 25 juillet, conformément à l'article 14 de la charte, cette charte discutable, adjonction circonstancielle qu'ont imposé les libéraux aux lois fondamentales, conformément à l'article 14 de la charte qui l'autorise à faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Charles X signe les ordonnances 1535, 1536, 1537, 1538. L'ordonnance 1535 suspend la liberté de la presse. L'ordonnance 1536 renvoie la Chambre. L'ordonnance 1537 améliore la loi électorale. L'ordonnance 1538 annonce de nouvelles élections. La Chambre des pairs est ajournée. Le destin changé de chevaux. Alger avait été l'ultime cadeau de la monarchie au pays. La promulgation des ordonnances servira de prétexte à l'opposition pour bafouer plus la loi au nom de la loi. Le 26 juillet, le National, feuille orléaniste qu'a fondé Alphonse Thiers le 1er janvier sous le patronage du vénineux Talleyrand, publie signé de son directeur un manifeste qui est un brûlot. Le régime légal est interrompu, celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains. Des journaux, ils doivent donner les premiers exemples de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. Les ministres criminels ont violé la loi. 42 députés et hommes de lettres adhèrent à la Philippique. Le coup d'envoi de ce que par antiphrase d'Histoire dénommera les Trois Glorieuses était lancé. Le 27, les représentants libéraux de la capitale confèrent au national. Le baron de Sonnen, affilié à la haute vente, fulmine. Il n'est plus question de discuter, mais d'agir. Il faut traduire en actes les principes que nous avons proclamés. Nous devons opposer la violence à la violence et repousser la force par la force. Les Parisiens ne bougent point. On les fera bouger.
Le palais royal, là où habite ordinairement le duc Louis-Philippe d'Orléans, alors terré au château du Rincy, vomit une bande de tape-durs stipendiés. Vive la charte! Abat Polignac, beugle les crapules. Le piscopie chevalon ameute des étudiants, des rapins, des sans-travail, des va-nu-pieds et le folliculaire braille. Ah, que Charles X, qui avait connu la Révolution, et celui de son frère qui a dû reculer, ne savait-il donc point que les Orléans avaient agi de la même sorte, en 1789, et qu'ils font la même chose en 1830? Nous allons faire une république avec Lafayette. Les commerçants cadenassent leurs vantaux, les garçons des shops envahissent les rues, construisent des barricades. Émeutiers et soldats s'affrontent. Le maréchal Marmont, auquel le roi a intimé de ramener l'ordre, affiche un optimisme béat et campé au Louvre et aux Tuileries, juge sa position inexpugnable. Le 28, les insurgés saisissent l'hôtel de ville où le général de Lafayette, 33e degré de la puissance maçonnique, constitue un embryon de gouvernement provisoire. Des éléments de la ligne et des factieux fraternisent, mais les gardes du corps et les Suisses demeurent loyaux au roi. Le 29, Paris est un pandémonium. Amalgame shakespearien de tragique et de grotesque, de sinistre, un étrange pêle-mêle où l'on voit marcher côte à côte le polytechnicien et l'ouvrier, le garde national et le voyou, l'étudiant et le rôdeur de barrière, l'uniforme, la pirapée, la redingote élégante, la blouse et le haillon. Le tout équipé au hasard à la diable. La garde nationale avec son fusil qu'on avait eu la naïveté de lui laisser, l'émeutier fashionable avec son fusil de chasse, le vieux grognard de Champaubert et de Waterloo avec son sabre, les autres avec des carabines, des mousquets, des arquebuses, des lances, des hallebardes, des colichemardes, des dagues, des poignards empruntés au magasin des théâtres. Les orléanistes placardent les murs d'une proclamation due à la plume de Thiers. Charles X ne peut plus rentrer à Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses décisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. Le duc d'Orléans peut seul les porter encore. Nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans ne se prononce pas. Il attend notre vœu. Proclamons ce vœu, il acceptera la charte comme nous l'avons toujours entendu et voulu. C'est du peuple français que le duc d'Orléans tiendra sa couronne, et les gens du national tambourinent stupidement que le duc est un Valois. Le soir, Louis-Philippe, un rond bleu-blanc-rouge à la boutonnière, rallie l'hôtel de ville. Marmont a été en dessous du lamentable, enjoignant à ses drilles de ne riposter aux balles des insurgés qu'après avoir essuyé 50 tirs. Voulez-vous donc que je détruise cette ville de fond en comble, maugréa-t-il à Polignac, qui lui répargna très sec. Non mais en même temps de guerre, quand on m'envoie des balles, je prétends les envoyer à leur adresse. Marmont est-il un imbécile ou un traître? Le maréchal a épousé l'héritière de Perregaux, financier ci-devant alter ego du spéculateur Jacques Lafitte, orléaniste et banquier, et à chaud et à sable, trésorier de l'insurrection, et on allait à la banque prendre des fonds. Désinformé, Charles X n'a point jusqu'au 29 montré d'inquiétude. Le 29, il comprend mieux ce qui se passe. Il est un peu âgé, Charles X, mais le danger qu'encourt le Sept, trop tard. L'âme endeuillée, le monarque révoque le prince de Polignac, investit président du Conseil le duc de Mortemart, et le 30 rend 6 ordonnances qui l'escomptent temporisatrices. Elles abrogent les arrêts du 25, réforment la garde nationale, rouvrent les chambres, nomment ministre des Finances Casimir Périer, ministre de la guerre le général Gérard, commandant de la garde nationale le maréchal Maison. Périer, Gérard, Maison, des libéraux. Ces mesures sacrifiant un roi intransigeant à la paix civile sont méprisées. Vous annoncerez à Sa Majesté que l'on a violemment repoussé des ordonnances royales à l'hôtel de ville, dit à Monsieur de Mazas, le duc de Mortemart. La réunion qui s'y tient en permanence a prononcé la déchéance du roi. À l'hôtel de ville, Lafayette a ridiculeusement entortillé Louis-Philippe d'Orléans d'un drapeau tricolore, l'a ainsi fagoté, exhibé au balcon de la maison commune de nos peuples tassés sur la place. Voici la meilleure république, dit Lafayette. Le héros des deux mondes, accolant le duc et le gouvernement provisoire, titrent les journaux. Décerne, bien sûr, à Orléans, le titre de lieutenant général du royaume, à la grimacière Altesse. Le baiser républicain de Lafayette venait de faire un roi, notre Chateaubriand, mais un roi des Français et non plus un roi de France. Le 31, Charles X rejoint Rambouillet avec sa famille, à l'exception du duc d'Angoulême, demeuré à Saint-Cloud. 12 000 baïonnettes fidèles, 38 canons l'entourent.
2 régiments sont attendus de Normandie, la monarchie a encore bec et ongles, mais le roi est avare de la vie des Français. Le 1er août, il croit avoir trouvé la solution pour sauver le trône sans tuerie. Les rebelles ont nommé Monsieur le duc d'Orléans lieutenant général du royaume, développent le souverain, messieurs de Montbel et de Guermont-Ranville. Il est possible qu'en le nommant moi-même, je fasse à son honneur un appel auquel il ne sera pas tout à fait insensible. Il est possible également que cette démarche l'oblige à renoncer à ses projets coupables. J'y ai bien réfléchi, je ne vois pas d'autre moyen que cette nomination du duc d'Orléans. Le moyen est mauvais, le duc d'Orléans dédaigne l'investiture du roi, celle de l'hôtel de ville lui suffit. À la naissance du duc de Bordeaux, le futur Henri V, il avait grinché. Nous, les Orléans, nous ne serons donc jamais rien. Et murmuré, rappelé dans la capitale par l'insurrection, me voici arrivé. Le 2, le duc Félon ordonne à Tupinier, directeur des ports, de faire armer et diriger sur Cherbourg le roi Charles X afin de le transporter en Angleterre. Le souverain et son fils abdiquent anticonstitutionnellement, caressant le fol espoir de conserver le trône à leur petit-fils et neveu, le duc de Bordeaux. La monarchie est vaincue. Le 3, pour éviter de grands malheurs, je me décide à m'éloigner, se résignera Charles X dans ses mémoires. Quel grand malheur! Aucun, le maréchal Maison, sachant que le roi n'assentirait point à une bataille fratricide, l'a floué. Il a inventé qu'un torrent de 60 à 85 000 émeutiers roulait vers Rambouillet. Les forcenés n'étaient pas 15 000, qu'une mitraillade les eût dispersés, il n'aurait même pas fallu les 20 canons. Les libéraux, la maçonnerie, ont abattu la royauté légitime. Ils n'ont point abattu son naturel orgueil, le départ pour l'Angleterre du chef de la Maison de France ou de Bourbon et de sa famille, que spolie un cadet perfide, sera empreinte d'une exemplaire noblesse. À un lieu de Rambouillet, le matin du 4 août, Charles X, qu'une berline à 8 chevaux véhicule, passe en revue ses troupes. Poignant spectacle, les tambours rappellent, les étendards s'inclinent, les soldats pleurent, brisent leur épée. Un officier barre le chemin à l'attelage royal. « Que voulez-vous » questionne le souverain. « Sire, je voulais vous voir encore une fois. » Charles X a prévenu l'hôtel de ville. Il s'arrêtera selon son bon plaisir. Il assistera tous les jours à la messe qu'officiera l'un de ses aumôniers. Les gardes du corps veilleront à la porte de son appartement où les visiteurs seront introduits par un huissier en tenue de cour. Le maréchal Maison, le baron de Schonen, 2 ex-machinats de la société, aide-toi le ciel t'aidera. Audit Lombaro, les commissaires, bande de geôliers qui l'accompagnent jusqu'à Cherbourg n'auront audience de lui qu'après avoir sollicité l'entrevue. 1870 gardes du corps et gendarmes des chasses enseignent au vent, 2 pièces d'artillerie escortent le convoi de la monarchie. 60 breaks, calèches, landaux emportent les courtisans du malheur. Ces fidèles de la légitimité décidés à partir de France avec leur maître. Au château de Saint-Cloud, le 2, l'irréductible Féot s'était écrié « À la Vendée! À la Vendée !» Le roi ne les avait point écoutés. Son cœur de père avait préféré une reculade, aux boucheries de la guerre civile. Eut-il tort, eut-il raison, la question subsiste, qu'importe. Le majestueux retrait de Charles X a transformé la reculade en apothéose, nimbé la monarchie d'une auréole d'incomparable grandeur. Le 4, le souverain, le duc et la duchesse d'Angoulême, le duc de Bordeaux, mademoiselle, la duchesse de Berry et leurs fidèles dorment à Verneuil, où la République fusilla le chouan frotté. Le 6, à l'Aigle, où le capitaine Caradoc, émissaire du duc d'Orléans, ose demander au roi de confier le duc de Bordeaux à Louis-Philippe. Le 7, au Merlérot, le 8 et le 9, à Argentan, où Charles X apprend que 219 députés ont offert le pouvoir au duc d'Orléans qu'il This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. a pris. À Paris, le 9, les Chambres avaient intronisé au Palais Bourbon Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français. À 2h30, le lieutenant général entra dans la salle précédée des grandes députations des 2 chambres et accompagné par ses 2 fils, monsieur le duc de Chartres et monsieur le duc de Nemours, le prince se plaça sur le pliant du milieu, ses 2 fils à ses côtés. Derrière le trône vide se rangèrent les maréchaux Mortier, Macdonald, Oudinot et Molitor, portant sur des coussins des insignes de la royauté. M. Pasquier donna lecture de l'acte d'adhésion et le déposa également dans les mains du prince qui, se levant, prononça les paroles suivantes. « Messieurs les pairs et messieurs les députés, j'ai lu avec une grande attention la déclaration de la Chambre des députés et l'acte d'adhésion de la Chambre des pairs. J'en ai pesé et médité les expressions. J'accepte sans restriction ni réserve les clauses et les engagements que renferme cette déclaration et le titre de roi des Français qu'elle me confère. Je suis prêt à en jurer l'observation. En présence de Dieu, je jure d'observer fidèlement la charte constitutionnelle avec des modifications exprimées dans la déclaration, de ne gouverner que par les lois, selon les lois, de rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d'agir en toutes choses dans la vue du bonheur, de l'intérêt et de la gloire du peuple français.
Le pliant est enlevé et Louis-Philippe s'assied sur le trône. L'infamie était scellée. Le 10, le souverain, ses proches et son cortège posent à Condé-sur-Noireau. Le 2 à Vire, le 12 à Saint-Lô, le 13 et le 14, le 15 à Valogne, le 11 à Vire, pardon. Le 15, la messe matutinale est célébrée, des trompettes retentissent. Quand elles se taisent, le bruit cadencé de pas d'homme sous les armes résonne comme du fer sur le pavé. Ce sont les braves gardes du corps qui viennent remettre leur étendard au malheureux roi. Chacune des 4 compagnies est introduite à son rang d'ancienneté dans le salon, où se trouvent le roi et la famille royale. Chaque étendard est escorté de 6 gardes, les plus anciens de chaque compagnie. Charles X, vêtu d'un frac à boutons de métal, le duc de Bordeaux et la duchesse d'Angoulême accueillent ces chevaliers de la royauté que conduisent le prince de Croix et le duc de Luxembourg. Des larmes coulent à tous les yeux. « Allons, mes amis, dit le roi, calmez-vous. Faudra-t-il que ça soit moi qui vous console ? Chaque étendard s'avance à son tour. « Messieurs, s'écrie le roi, je prends ces étendards. Vous avez su les conserver sans tâche. J'espère qu'un jour mon petit-fils aura le bonheur de vous les rendre. Je ne puis vous dire combien je suis touché. Votre conduite a été bien réelle et bien dévouée. Jamais je ne vous oublierai. Je vous connais tous. Dites à vos camarades que je voudrais leur dire adieu à chacun nommément. Chargez-vous-en pour moi. Il faut laisser passer l'orage. Nous nous reverrons. » Les gardes sanglotent, baisent les mains du monarque et du duc. Charles X honorera séparément les gardes du corps et les gendarmes de la chasse de cette lettre. Le roi, en quittant le sol français, voudrait pouvoir donner à chacun de ses gardes du corps et à chacun de messieurs les officiers et soldats qui l'ont accompagné jusqu'à son vaisseau une preuve de son attachement et de son souvenir. Mais les circonstances qui affligent le roi ne lui laissent pas la possibilité d'écouter les vœux de son cœur. Privé des moyens de reconnaître une fidélité si touchante, Sa Majesté s'est fait remettre les contrôles des compagnies de ses gardes du corps, de même que l'état de messieurs les officiers généraux supérieurs et autres, ainsi que des sous-officiers et soldats qui l'ont suivi. Leurs noms conservés par monsieur le duc de Bordeaux demeureront inscrits dans les archives de la famille royale pour attester à jamais des malheurs du roi et des consolations qu'il a trouvées dans un dévouement si désintéressé. Le 16 août 1830, à 2h15 de l'après-midi, le monarque, les princes, les princesses et les courtisans du malheur embarquent à Cherbourg en direction de Portsmouth. Charles X et les siens voyageront à bord du Great Britain, leurs serviteurs à bord du Charles Carroll, des bâtiments américains. Les gardes du corps ont brûlé leurs drapeaux sur la grève. De navires français, la Flûte Seine et le cutter Rôdeur voguèrent de conserve avec le Great Britain et le Charles Carroll. Le capitaine Thibault, commandant de la Seine, avait l'ordre de couler le Great Britain si celui-ci empruntait une route imprévue. Le capitaine Dumont d'Urville, qui supervisait la déportation du roi, écrira le 27 août à son gouvernement « Les ordres formels que j'avais donnés et les conventions arrêtées entre mes 2 capitaines américains et moi me garantissaient de manière certaine l'exécution des instructions que j'avais reçues. Tout en me félicitant de n'avoir pas eu besoin de recourir à ces extrémités, je puis vous assurer que mes précautions étaient prises et mon parti bien arrêté. Messieurs, les commissaires dont j'avais réclamé l'autorisation pour cet objet ont dû vous en rendre compte. » Philippe d'Orléans, le régicide d'égalité, n'eut point renié son fils, l'usurpateur Louis-Philippe. Le libéral Stendhal soupirera en 1853. Il faudra peut-être des siècles à la plus tard des peuples de l'Europe pour atteindre au degré de bonheur dont la France jouit sous le règne de Charles X. Stendhal avait connu la Restauration. Il avait souffert la tyrannie impérieuse ou feutrée de Louis-Philippe et les convulsions homicides de la folle et sotte Marianne de 1848. Il n'est point dans nos vues de remémorer le désastreux bilan de la politique intérieure et extérieure du roi citoyen. Nous rappellerons uniquement que Louis-Philippe fut l'outil des banques et des cruelles industries, ces fourgons de l'anonyme fortune vagabonde et de l'économie Moloch, qu'il mitrailla férocement. Oh, Charles X, les chaleurs plébétiennes de 1831, de 1832, de 1834, qu'il strangula d'un garrot d'acier, la Vendée de 1832, et traita sa nièce, la duchesse de Berry, mère du duc de Bordeaux, à la Tatar, qu'il favorisa la révolution en Autriche, en Italie, en Pologne, qu'il a servi la France à la Grande-Bretagne, livra au léopard le Pacifique et l'Atlantique. Nous nous attarderons toutefois sur les persécutions qu'exerça l'élu des loges à l'encontre de l'Église, des cadres d'État et des soldats coupables du délit d'opinion. Elles expriment pleinement la haine de la tradition et l'idiosyncrasie vindicative de la famille d'Orléans. Le moment arrive où vous, les prêtres, n'aurez plus qu'un petit nombre de dévotes.
torniture Casimir Perrier. Les culottes rouges et les sans-dieux renversent les croix. D'incalculables bourgs et hameaux. Les Vandales n'épargnent pas les grandes villes. Toulon, Autun, Narbonne, Lons-le-Sommier, Cahors, Saint-Dizier, Carpentras, Bourbon-Lancy, Montargis, où les gens du dehors entrent dans l'église et se mettent à chanter la Marseillaise et la Parisienne. 100 localités importantes pâtissent demi-officiellement, demi-officieusement de l'anticléricalisme gouvernemental. À Paris, le 14 février 1831, la racaille des barrières troubles sous l'œil bonasse de la police, un service funèbre célébré à Saint-Germain-l'Auxerrois en mémoire du duc de Berry, qui avait assassiné le 14 février 1821 l'ouvrier républicain Louvel, les escarpes volent jeter à la Seine un jeune homme qu'il soupçonne d'être un abbé. Plus tard, la foule se porte sur le bâtiment du presbytère où des dégâts sont commis. La croix, placée en haut du fronton de l'église, est démontée. Le 15, les temples de la capitale et l'archevêché sont saccagés. La croix de Notre-Dame est fracassée à la Chambre. Le préfet Baud excuse cyniquement l'incurie de la force publique. Le code pénal punit la provocation à la guerre civile. Ce n'est pas sous le gouvernement actuel, et j'ose dire sous mon administration, qu'il n'y aura jamais police provocatrice. Mais quand des ennemis acharnés tendent eux-mêmes un piège, faut-il les empêcher de s'y rendre ? J'ai laissé aller, me proposant, s'il y avait provocation à la guerre civile, de saisir de ce fait positif des hommes insaisissables de toute autre manière. L'Ouest redoute la résurrection de 93. Les soldats et la maréchaussée renversent les croix vénérées du pays, rançonnent les cultivateurs, volent leurs pommes de terre et leurs poulets, défoncent leurs tonneaux de vin et de cidre sous prétexte d'y chercher de la poudre, insultent les femmes, s'enivrent dans les cabarets, d'où souvent ils refusent de payer les propriétaires, autrement que par des injures ou par des coups. En Algérie, 15 aumôneries sont supprimées, de 1830 à 1845. Les troupes en campagne sont privées de prêtres. Partout, les autorités bloquent le traitement des membres du clergé, traduisent devant les tribunaux, les ecclésiastiques les emprisonnent. Louis-Philippe, roi de tous les Français, ne ménage pas plus les laïcs que les tonsurés. Son ministre de l'Intérieur, le protestant Guizot, évince 83 préfets sur 86. 244 sous-préfets sur 277. 14 recteurs sur 25. Radie 74 procureurs et avocats généraux. 254 procureurs du roi et substituts. 98 autres magistrats. L'armée n'échappe point au coup près. Sur 75 généraux commandants de subdivisions militaires, 65 sont cassés. L'administration civile est laminée. Guizot destitue 3615 maires, 2037 adjoints, 697 conseillers municipaux. La légitimité bannie séjourne quelques semaines à la forteresse de Lulvorst, un lugubre édifice féodal des environs de Plymouth que de mauvaise grâce Georges IV a mis à la disposition des Bourbons proscrits. Les créanciers, Charles X est très pauvre, et l'appui de larges trous perce la toiture de Lulvorst. Inciteront le souverain, l'automne mûrissant, à prier. Son hôte de le recevoir au château écossais d'Hollywood. Georges IV n'a pas objecté au changement de résidence. Son cher Louis-Philippe trouvait Charles X trop près des côtes normandes, à Lulworth. Les aînés d'Élise demeurent à Hollywood, où Charles X, comte d'Artois, avait vécu de 1796 à 1799 jusqu'en 1832. En 1832, Guillaume IV, le nouveau roi d'Angleterre, invitera glacialement Charles X à sortir de Grande-Bretagne et sans maugréer, lui, l'empereur d'Autriche François Ier, hébergera les Capétiens au palais pragois du Hradčin. La halte durera 4 années. En 1836, le successeur de François Ier, Ferdinand Ier, doit être couronné à Prague, roi de Bohême. Il s'installe au Hradčin et les exilés emménagent à Goritz, une bourgade d'Illyrie. Charles X et le duc de Bordeaux logent au palais des comtes Coronini-Kronberg, le château de Grafenberg. Le duc et la duchesse d'Angoulême, sous le nom de comte et comtesse de Marne, et mademoiselle au palais Strassolo. L'errance de Charles X est finie. Il expire au château de Grafenberg le 6 novembre 1836. Dans le précaré, depuis 1830, tous les pouvoirs politiques, tous les prérogatives se trouvaient renfermés et comme entassés dans les limites de la seule classe moyenne, à l'exclusion en droit de tout ce qui est au-dessus d'elle, et en fait de tout ce qui avait été au-dessus. La classe moyenne, devenue le gouvernement, prenait un air d'industrie privée. Elle se cantonnait dans son pouvoir et bientôt après dans son égoïsme.
Cet état de choses irritait les Français. Le retour de la monarchie des lys eût été envisageable si la division, l'inguérissable mal de la contre-révolution n'eût miné le légitimisme. Les carlistes, réputés illégales, les abdications de 1830, n'acceptaient qu'un roi, Charles X. Les henriquinquistes, négligeant les lois fondamentales, jugeaient fidèle et valide l'acte de Rambouillet, ne voulaient qu'un souverain, Henri V. Une grave antinomie politique, de plus, aggravait la querelle. Un courant légitimiste dur prônait la monarchie coutumière absolue. Un second courant préconisait l'établissement d'une monarchie parlementaire. Charles X ne départagea point. Carliste et henriquinquiste, le souverain fut un sphinx. En 1830, il aura cru à droit de ratifier son abdication. En 1832, il aura confié l'éventuelle régence du royaume à la duchesse de Berry. Mais il aura créé en France un comité de coordination et un comité d'union. Charles X s'était-il effacé ou non ? Sire, au nom de la France, dites-nous qui est le roi, l'avait supplié le marquis d'Hautpoul, question qu'une phrase sibylline du prince éluda. Je ne puis le dire, il ne faut parler qu'au nom de la légitimité. Le duc d'Angoulême fut aussi ambigu, en s'instituant Louis XIX, en Illyrie, et sous-entendra que la monarchie relevée, le duc de Bordeaux, prendrait le trône. Sa mort, le 3 juin 1844, clarifiera l'imbroglio. L'avènement théorique du duc de Bordeaux, Henri V, de Jure, réconcilia carlistes et henriquinquistes, dont la dispute, le petit-fils de Charles X, étant le seul roi survivant, avait perdu tout objet. Henri V. Éduqué et instruit par Charles X, le duc et la duchesse d'Angoulême et d'érudits jésuites, Henri V prédit, au décès de Louis XIX, son action future. Je ne renoncerai jamais au droit que, d'après les anciennes lois françaises, je tiens de ma naissance, écrit-il alors au cours d'Europe. Henri V sera l'archétype du souverain idéal. Bon vivant, voire gaulois, grand chasseur, comme tous ceux de sa race, il allie séduction et majesté. Très pieux et cultivé, il lit beaucoup et voyage. Une boiterie consécutive à un accident d'équitation mal soigné et plus tard l'emplâtement de sa silhouette ne parviennent pas à atténuer le rayonnement de sa personnalité sur lequel tous les contemporains s'accordent. Tous les contemporains, même les tenants de la République. Chez le comte de Chambord, Charles Didier, écrivain, journaliste et globe-trotteur protestant, admire l'œil bleu vif et doux qui écoute bien, interroge beaucoup et regarde si droit, si fixe qu'il est impossible de lui mentir en face. Goûte le bon sens, la candeur, la bonté, la générosité. Traditionnaliste, Henri V, sa pensée morale et religieuse nourrie de celle d'Antoine Blanc, de Saint-Bonnet et de Louis de Bonald, n'est point rétrograde. S'il reconnaît sincèrement l'égalité devant la loi, il n'accepte pas les principes de 89 en tant que tels. Il reste attaché à un gouvernement véritablement monarchique. Certes, il demeurera longtemps dans des formules institutionnelles vagues, mais il ne fait pas de doute qu'il est hostile au régime parlementaire. S'il accepte la responsabilité des ministres, il rejette la responsabilité ministérielle, collégiale et solidaire. Il ne cesse d'affirmer son attachement à une monarchie tempérée, mais il refuse tout glissement vers la souveraineté nationale et toute acceptation de la souveraineté parlementaire. Et il exclut en conséquence de greffer des techniques étrangères à celle-ci sur la monarchie traditionnelle. Appel au peuple aux responsabilités parlementaires. Il se refuse enfin à absolutiser les libertés publiques. Prince tout pénétré du syllabus, il considère que certaines libertés modernes ne sont qu'en des droits relatifs. Selon la formule du jésuite Marquigny, lorsqu'il confirme son attachement aux libertés publiques, auxquelles tout peuple chrétien a droit. Cette expression comporte en elle-même une limitation. Ce peuple qu'opprime le capitalisme naissant, le successeur du Saint-Roi Louis IX, désire lui restituer les libertés qu'accordait aux humbles la monarchie. Et sa lettre aux ouvriers du 20 avril 1865 critique sévèrement la révolution destructrice des cadres protecteurs du travail et oppose l'individualisme, l'association et la concurrence effrénée, le contrepoids de la défense commune. Au privilège industriel, la constitution volontaire est réglée des corporations libres, ajoutant « Il faut rendre aux ouvriers le droit de se concerter en conciliant ce droit avec les impétueuses nécessités de la paix publique, de la concorde entre citoyens et du respect du droit de tous. » Le prince retient ainsi la solution des corporations libres de préférence à celle des corporations obligatoires sur le mode de l'ancien régime. Et s'il admet un certain syndicalisme au sein des corporations, il le veut pacifique. Il exclut la grève, Henri V sacré à Reims, régnant
n'eût-il point mérité le surnom de grand? La monarchie de Juillet tombée à l'issue de la Révolution des 22, 23 et 24 février 1848, des orléanistes, Guizot, Duchâtel, Molé, Salvandi et des légitimistes, Berryer, Falloux, Benoît, Dazy, Renneville, songent à unir entre Marianne, les fidèles de la branche aînée des Bourbons, et ceux de la branche cadette. Le plan qu'avaient poli les orléanistes enfarinait les légitimistes. Cette fusion stipulait bien l'allégeance des Orléans à Henri V, mais impliquait le quasi-ralliement du roi aux principes libéraux, et comme il était prévisible que le mariage d'Henri V et de Marie-Thérèse de Modène, l'archiduchesse d'Autriche-Hesse, ne produirait point de fruits, les héritiers de Louis-Philippe supputaient qu'au trépas du roi, l'entente souscrite les aurait assez légitimisés, pour qu'aucun obstacle dynastique n'entravât leur ambitieuse menée. Immédiatement, la fusion grossissait les troupes orléanistes des troupes légitimistes. Le mutisme du roi fut dubitatif. Les arrière-pensées des Orléans, seul le duc de Nemours, deuxième fils de l'usurpateur 1830, aspirait à une paix loyale entre sa famille et Henri V, avec autant de franchise qu'Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans et mère du prétendant orléaniste, s'y opposait. Hérissèrent nombre de légitimistes. Légitimiste, garde à vous, lança Honoré de Loodex dans son lucide opuscule Fusion, mais pas confusion. Ce furent les Orléans qui, espérant l'expiration du mandat présidentiel de Louis-Napoléon Bonaparte, voire restaurer la monarchie bleu-blanc-rouge, avortèrent la tentative d'accord. De Venise, le 22 janvier 1851, Henri V écrivit une lettre à Berryer et il souhaitait une politique de conciliation, d'union, de fusion, où il conviait les Orléans à travailler au retour des lices. Diffusée, la circulaire de Venise appelait une visite des Orléans à Henri V. Ils s'en abstinrent. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, exécuté le 2 décembre 1852, les chimères des Orléans s'envolèrent à tire d'aile et les princes cadets ourdirent une seconde campagne fusionniste. Le 17 novembre 1853, aboutissement de longues tractations. Ils envoyèrent Nemours auprès d'Henri V à Fosdorf. « Je viens vous dire au nom de mes frères et du mien, déclara le duc à l'exilé, que nous ne croyons plus possible et souhaitable en France qu'une seule monarchie et un seul trône. Cette monarchie, c'est la vôtre. Ce trône, c'est celui qu'occupait l'aîné de notre race. Les Français imaginèrent la fusion accomplie, ils se trompaient. En 1857, un courrier du roi à Berryer, courrier que communiqua celui-ci aux Orléans, spécifia: les engagements qui ont été pris, les promesses qui m'ont été faites le 17 novembre 1853 l'ont été spontanément et sans qu'aucune condition, qui d'ailleurs n'aurait pu être admise, ait été posée. Les Orléans explosèrent en de fureur. Il avait fait croire qu'ils avaient eu une négociation là où ils s'étaient ralliés. Ils préfèrent rompre. Et les princes cadets claironnèrent qu'ils ne fusionneraient qu'à 3 conditions. Qu'Henri V reçut le sceptre de la volonté nationale, gouverna constitutionnellement, maintint le drapeau bleu-blanc-rouge. Henri V s'affirmait roi par la grâce de Dieu, n'admettait que 2 chambres au pouvoir limité, ne voulait qu'un drapeau, le drapeau blanc, qu'il identifiait à la monarchie traditionnelle. De 1857 à 1873, les orléanistes et les légitimistes habiles besognèrent à circonvenir le roi, à l'obliger à passer sous les fourches caudines des Orléans. La longanimité d'Henri V s'usa. Elle risquait de travestir ses opinions et à Chambord, le 5 juillet 1871, il rédigea un manifeste qui dissipa les hypothétiques équivoques. La monarchie des lices ne sera point parlementaire. Son drapeau sera blanc. L'inébranlable obstination du chef de la Maison de France ou de Bourbon exaspéra les habiles. Ils eurent l'audace en novembre d'instiguer qu'Henri V devait abdiquer au profit du duc d'Orléans, qu'avait titré comte de Paris Louis-Philippe. Bassesse superfétatoire. Je n'abdiquerai jamais, avertit le roi, dont l'attitude ne varia point avec le temps. Lorsque de retour de Frosdorf, le député Chénelon, honnête nigaud, certifiera publiquement qu'Henri V saluerait avec bonheur le drapeau tricolore, tient du sang de nos soldats que consentaient à une charte délibérée et acceptée par les mandataires du pays. Le roi, dans un pli adressé de Salzbourg à l'affabulateur le 25 octobre 1873, rappela lapidairement: je ne rétracte en rien mes précédentes déclarations, et énoncera plus tard ferme et franc: je ne suis pas parlementaire parce que je n'admets pas
la prédominance de la Chambre sur le souverain. Le pouvoir dans la main d'un seul, même indigne, donne des résultats moins regrettables que quand il est livré à tous. S'ils veulent une capitulation de conscience, qu'ils prennent les Orléans, car ils représentent exactement leurs idées et se prêteront à tout. On voudrait mon étiquette royale et offrir la garantie de ma personnalité royale avec des complaisances? Non. Mon aïeul Louis XVI avait voulu, lui, une monarchie constitutionnelle. Voilà ce qui lui est advenu. Je ne céderai en rien, car céder, c'est abandonner le trône des lys. Henri V, inflexible, les orléanistes opteront pour une stratégie d'expectative. Leurs députés, qui imiteront sauf 8 d'entre eux, les députés légitimistes, inconscients au hochet des habiles, voteront le 19 novembre 1873 la prorogation des pouvoirs présidentiels du maréchal de MacMahon. Le 5, Louis Veuillot avait vaticiné d'une encre orageuse. Ils vont bâcler une solution qui ne sourdra à rien, faire une dictateur lorsqu'ils n'ont pas voulu de chef, et leur dictateur qui ne sera qu'une impuissance les jettera forcément sur la coupe de la multitude où ils disparaîtront. L'homme qui attend et que vous, les députés monarchistes, faites en réalité se nomme Gambetta. Il le sait. Allez à lui et faites vite afin qu'il ne mesure pas de peur, et vous aussi. Le 30 janvier 1875, par 353 voix contre 352, l'Assemblée infligeait au pays une république. Le 31 janvier 1879, une voix, tiens, comme Louis XVI, Gambetta présidait la Chambre. Les habiles blâmèrent Henri V d'avoir refusé les 3 couleurs. Tout ça pour un drapeau, dirent certains. Son attachement à ce drapeau blanc, image pour lui de la France monarchique et des principes que celle-ci empêcha leur restauration, il n'avait point de raison d'être finacère et finasse. Les bons apôtres, puisque l'ancienne monarchie ignorait le drapeau national, conservaient la soie tricolore du point renié 1000 ans d'histoire, ajoutèrent-ils, et s'ajoutèrent-ils sophisme. Existait-il un drapeau national sur les rois d'avant 1789 ? Indubtablement non. Face à l'ennemi du XIIIe au XVe siècle, une bannière d'azur semée de fleurs de lys d'or indiquait l'endroit où s'était placé le roi. Dès le XIIIe siècle, un pavillon semblable distinguait les navires français, et il est possible que les forts maritimes et les maisons des consuls des échelles du Levant aient abhorré cette bannière de France. Il servait de sauvegarde et de protection pour de nombreuses nations n'ayant pas le privilège de pouvoir arborer leur pavillon. De 1124 à 1414, les fers vêtus, Dupré, Carré bataillaient autour de l'oriflamme rouge de Saint-Denis, baptisé Montjoie. La gendarmerie de Charles VII autour d'un étendard croix-moisie à croix blanche, de même que jusqu'à la fin de la monarchie traditionnelle, le premier régiment d'infanterie royale Picardie, les galères du trait chrétien, hissaient un pavillon rouge à fleurs de lys d'or. Le blanc, couleur du Tout-Puissant selon le prophète Daniel, du Christ et des milices d'anges selon les évangélistes, de la robe qui habillait la femme, personnification de la France de Charles VII. Des cocardes, des écharpes, des ceintures, des plumets, des soldats de loin de Reims ne furent évidemment point absents des drapeaux du Capétien. L'étendard fleur de lysée de Jeanne d'Arc était blanc. Une croix blanche écartelait au XVIe siècle la plupart des étamines de l'infanterie. Surtout du XVIe au XVIIIe siècle, le drapeau représenta le commandement militaire du roi. La nation moderne née et une soie blanche ombragea la tente de Louis XVI à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 et Louis XVIII fit du drapeau blanc brodé de 3 fleurs de lys le drapeau de la patrie. Le drapeau blanc ne fut sans doute point celui de la France antérieure à 1790, bien qu'attribut à de l'autorité du souverain confondu avec le pays, qu'il ait préfiguré le drapeau national, mais fut indubitablement celui de la France monarchique du XIXe. Ne s'en fâchèrent et ne s'en fâchent les habiles. Henri V ne pouvait ranger le drapeau blanc au musée. « Ma personne n'est rien, mon principe est tout », disait-il. Et le duc de Nemours, mesuré porte-parole des Orléans, avouera. Le drapeau tricolore est le symbole du nouvel état de la société et le résumé des principes consacrés depuis 89. L'eau du duc de Nemours alimentera le moulin d'Henri V, le chef de la maison de France ou de Bourbon, qui s'interdisait d'être le roi de la Révolution. Le 24 août 1883, à 7h27 du matin, Henri V mourut, sans postérité, à Frosdorf, victime d'une douloureuse maladie d'estomac. La rumeur se répandit qu'un stipendié des loges avait, le 13 juin, saupoudré de diamants, pilé les fraises du dessert royal. Les loges, maîtresses et clientes des Orléans, le médecin du prince, le docteur Vulpian, repoussa la thèse de l'empoisonnement de son auguste patient.
Après qu'il y eut à Fonsdorf le 1er septembre une cérémonie intime que présidait le duc de Parme, neveu direct d'Henri V, le roi fut inhumé à Goritz le 3. Le testament d'Henri V légué au prince Jacques de Bourbon, don Rémé, petit-fils du prince Jean, don Juan, comte de Montizon et arrière-petit-fils du prince Charles, don Carlos, le frère cadet de Ferdinand VII, les croix des ordres du Saint-Esprit, de Saint-Louis et de Saint-Michel, les archives de la Maison de France ou de Bourbon, la vaisselle d'argent de Charles X et au prince de Bourbon-Parme des objets ayant appartenu aux signataires. Dans une note à son épouse, Henri V avait ordonnancé le protocole de ses funérailles. Le prince Jean et les fils de celui-ci, le prince Charles, don Carlos, duc de Madrid, et le prince Alphonse, don Afonso, duc de San Rémé, conduiraient le cortège. Les suivraient le roi des deux Siciles, le duc de Parme et le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. Ces dispositions qui rappelaient leur rang de cadets ulcérèrent les Orléans. Le comte de Paris publia le 1er septembre au soir un aigre communiqué. Madame la comtesse de Chambord, ayant désiré que la cérémonie de Fonsdorf fût dirigée par des princes étrangers, proches parents de monseigneur le comte de Chambord, monsieur le comte de Paris ne se rendra pas à Goritz. Et aucun d'Orléans n'assista aux obsèques, d'où ils éloignèrent le roi des deux Siciles. La retombée de l'effronterie du comte de Paris fut navrante. 200 à 300 partisans du comte de Paris, sur les 4000 Français présents à Goritz, envoyèrent au comte de Paris un télégramme le reconnaissant pour roi, brisant ainsi l'atmosphère de recueillement voulu par le défunt roi et sa veuve. Les Orléans partis, et point regrettés, les Bourbons d'Espagne menèrent le convoi du très chrétien à la crypte du couvent franciscain à la Castagnavissa. Jean III. La note d'Henri V disait la loi fondamentale de succession au trône. L'eût-elle tu d'ailleurs que cette loi ne s'en serait point appliquée, le roi étant dans l'heureuse impuissance de la changer. Nous l'avons souligné, la génération de Louis, duc de Bourgogne, premier fils du grand dauphin, fils de Louis XIV, tari à la mort d'Henri V, l'aînesse de la Maison de France ou de Bourbon, appartenait à celle de Philippe V, deuxième fils du grand dauphin, au prince Jean de Bourbon, ainsi devenu Jean III, roi de France et de Navarre. Le prince Jean, comte de Montizon, et ses fils, les princes Charles et Alphonse, ne s'étaient guère attiré la sympathie d'Henri V. Jean affichait d'extravagantes opinions libérales. En Espagne, Charles et Alphonse perpétuaient contre le roi Alphonse XII l'opposition carliste qu'avait suscité contre la mère du souverain Isabelle II leur grand-père Charles, comte de Molina, don Carlos. Et l'aîné de la Maison de France ou de Bourbon, quoique ayant regardé comme illégitime Isabelle, avait toujours improuvé cette opposition génératrice de discorde au sein de sa maison. Qu'on approuve ou critique la réserve que manifesta Henri V à l'égard du prince Jean et des princes Charles et Alphonse, le fait est au moins que, au mois de septembre 1883, les nouveaux aînés capétiens agirent ainsi qu'eût agi l'exilé de Fonsdorf. Quelques heures avant les obsèques du feu roi, Jean III, qui avait abandonné ses droits à la couronne d'Espagne au prince Charles le 3 octobre 1868, ferma sa porte à M. de Bellomer, ancien conseiller d'État venu lui demander, messager du comte de Paris, de signer une renonciation au trône de France. Les princes Charles et Alphonse renvoyèrent l'orléaniste, Alphonse le cinglant d'une phrase « Les devoirs, on ne peut les abdiquer ». Alors, la pragmatique sanction rendue par Ferdinand VII le 29 mars 1830 et que le roi confirma sur son lit de mort en 1933 à la suite de tristes cabales et Vincent du trône, le frère aîné de Ferdinand don Carlos, et le transmit à la fille du disparu, la princesse Isabelle. Don Carlos et après lui ses héritiers revendiquèrent la couronne. Ce fut là l'origine des guerres carlistes de 1833, de 1847 et de 1872. De Jean III à Charles XII, de Alphonse Carlos Ier pour les fidèles de la branche de Don Carlos, les rois carlistes, aînés de la Maison de France ou de Bourbon, furent également rois de France et, bien sûr, de Navarre. Jeune, Jean III s'était avéré une fois soutien d'une mauvaise cause, entreprenant et hardi. Auxiliaire bénévole du roi de Sardaigne Charles Albert, il avait participé l'épée à la main à la Révolution italienne de 1847-48. Les épaulettes de général attestant de son ardeur à perturber l'ordre traditionnel des États bourboniens des deux Siciles et de Parme. À la deuxième insurrection carliste, sa bravoure ne s'était point désavouée.
Bien qu'hostile aux opinions de son frère, le comte de Montémolin, le roi carliste Charles VI, le futur Jean III, essaya, traversant la France, de rallier les provinces espagnoles soulevées pour y combattre les troupes d'Isabelle II. La police de Louis-Napoléon Bonaparte l'intercepta, et il paya l'audacieuse tentative d'un séjour dans les geôles de Badinguet. En 1883, Jean III avait épuisé ses ardeurs. Apathique, il ne retrouvait une pâle vitalité que pour pratiquer de médiocres travaux de photographie. Jean III mourut à Brington le 18 novembre 1887. Charles XI. Les fils de Jean III, les princes Charles et Alphonse, le premier né le 30 mars 1848 à Lelbach en Illyrie, le second à Londres le 12 septembre 1849, avaient été instruits et éduqués à la cour de Modène par leur mère Marie-Béatrice de Modène, archiduchesse d'Autriche-Est, sœur de la comtesse de Chambord selon le schéma traditionnel. Anti-libéraux, ils réprouveront les idées de leur père. Le 14 septembre 1888, Charles XI écrira au prince de Valoris, bientôt son délégué en France. Je suis le roi de toutes les libertés. Je ne serai jamais le roi de la Révolution. Formule qui était de la meilleure veine chambordienne. En 1868, une année après s'être uni à la princesse Marguerite de Parme, fille de la sœur d'Henri V, le futur Charles XI, lieutenant de l'armée de Modène, sollicita de l'empereur François-Joseph, l'empereur d'Autriche, le mari de Sissi, l'autorisation de s'enrôler sous les drapeaux impériaux afin de faire le coup de feu contre les Italo-Prussiens en conflit avec l'Autriche. Il fut éconduit. Le prince Charles n'entendra siffler les plombs qu'en 1872, époque où proclamé Charles VII par l'Espagne carliste à l'abdication du prince Jean, il commandera glorieusement les troupes ibériques, rebelles au roi Amédée de Savoie, jusqu'en 1876. Ces bérets rouges tiendront le nord de la péninsule. Indiscutablement, les affaires d'Espagne polarisèrent l'attention de Charles XI. Pourtant, il ne négligea aucunement ses devoirs de successeur obligé d'hélice. Lorsque le prince Jean lui eut transféré les droits à la couronne catholique, le futur très chrétien avait publié un manifeste où il s'était clairement défini. Voilà ce qu'il dit. J'entends également maintenir par cet acte tous mes droits au trône d'Espagne et mes droits éventuels à celui de France si la branche représentée aujourd'hui par mon auguste oncle Henri V, que Dieu garde, venait à s'éteindre. Le courrier que manda le prince Charles à la comtesse de Chambord le 24 octobre 1883 étoffa les termes du manifeste de 1868. Et Charles XI parlera toujours en chef de la Maison de France ou de Bourbon. Nous ne citerons qu'un texte de ce roi qui confiera le 3 octobre 1890 à Valoris: la France, j'ai le devoir de l'aimer comme on l'aime depuis 12 siècles dans ma famille. Il suffit à peindre les sentiments d'une vie. Dans la lettre du 14 septembre 1888 que nous avons évoquée, je ne serai jamais roi de la Révolution, Charles XI prescrit à Valoris. Vous leur direz aux pèlerins légitimistes de Sainte-Anne-d'Auray qu'il n'y a que deux politiques en présence dans l'histoire contemporaine, le droit traditionnel et le droit populaire. Entre ces deux pôles, le monde politique n'agite. Au milieu, il n'y a que des royautés qui abdiquent, des usurpations et des dictatures. Que des princes de ma famille aient reconnu l'usurpation triomphante, soit. Un jour viendra qu'eux-mêmes, ou leurs descendants, béniront ma mémoire. Je leur aurai gardé inviolable le droit des Bourbons, dont je suis le chef, droit qui ne s'éteindra qu'avec le dernier rejeton de la race issue de Louis XIV. Et les Orléans eurent le front d'accuser Charles XI de n'être qu'un prince espagnol. Une pensée qui ne s'exprime point par une parole et une mauvaise pensée. Une parole qui ne s'exprime point par une action et une mauvaise parole, affirmait Chesterton. La pensée comme la parole de Charles XI était bonne. À la veille de 1870, le prince avertit Napoléon III des plans belliqueux de la Prusse et les hostilités ouvertes, offrit son sabre et ses carlistes à l'hôte des Tuileries. Bonaparte refusa le sabre, les carlistes, expulsa le prince parce que trop près du trône. Il me paraît extraordinaire qu'un Bonaparte interdise à un Bourbon de participer à la guerre dont l'objet est l'Alsace acquise par mes ancêtres, déclara noblement le Capicien en haussant les épaules et en laissant Napoléon III à ses Prussiens. La bassesse de la République n'eut rien à envier à la bassesse de Napoléon. En 1881, inquiet des ovations qu'avait reçues le prince Charles d'élèves officiers de Saint-Cyr pendant une messe à la Saint-Henri, le gouvernement du président Grévy interdit le territoire national aux neveux du chef de la Maison de France ou de Bourbon. Voilà ce que dit Jules Grévy. Dangereux, non. Populaire, oui. Il faut qu'il parte.
La loi proscrivant du pays les membres des anciennes familles régnantes n'interviendra que le 29 juin 1886. La vraie France, berceau de ma famille et que j'aime tendrement, n'est pas responsable des actes de son gouvernement, dit le prince. Outré qu'un ministre ait imaginé qu'un Bourbon descendant d'Henri IV et de Louis XIV pût être en France un étranger. Charles XI n'eut qu'un tort, avec l'espérance naïve qu'elle serait le cheval de Troie qui introduirait la contre-révolution à l'intérieur du cloaque de Démos. Il approuva en 1891 la politique de ralliement du pape Léon XIII. Sa cécité dura 15 ans. Le 9 décembre 1905, le ministère Rouvier en exercice, la Chambre votait la loi de séparation des églises et de l'État. Et le 12 mars 1906, le roi adressait de Venise aux Français ce message dont les légitimistes couvrirent les murs de Paris, un message tellement pur de vérité. Comment l'aîné de la race de nos rois et successeur salique par droit de primogéniture de mon oncle Henri V, je ne puis rester plus longtemps spectateur impassible des attentats qui se commettent contre la religion et aussi sa sainteté Pie X. J'élève la voix pour repousser de toutes les forces de mon âme, de chrétien et de Bourbon, la loi de séparation. Catholiques français, levez-vous. L'avenir de la France est entre vos mains. Sachez donc vous affranchir d'un joug maçonnique et satanique en revenant franchement et avec l'ardeur qui vous caractérise à la vraie tradition chrétienne et nationale dont par ma naissance, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, je suis le seul représentant légitime. Ô Sainte Jeanne d'Arc, entends celle des chrétiens de France et de ceux qui veulent le retour des rois. Charles XI trépassa le 18 juillet 1909 à Varèse, auteur d'un testament d'admirable ton bourbonien. Bien que l'Espagne ait été le culte de ma vie, je ne peux oublier que ma naissance m'impose des devoirs vis-à-vis de la France, berceau de ma famille. C'est pour eux que je maintiens intacts les droits qui, comme chef et aîné de ma maison, m'incombent. Veuf, le défunt roi s'était remarié le 28 avril 1894 en la chapelle pragoise du cardinal prince primat de Bohême à Marie-Berthe de Rohan-Guéméné. S'il n'avait point eu de progéniture de cette union, de Marguerite de Parme lui étaient nées 4 filles, et à Vervet le 27 juin 1870, un miracle, un fils, le prince Jacques. Jacques Ier. Les carlistes vaincus, le prince Charles s'était fixé à Paris en 1876. Le prince Jacques l'y accompagna et fut pensionnaire des Jésuites, à l'école de l'Immaculée Conception, 24 rue de Vaugirard. Il ne franchira qu'une fois les Pyrénées en 1907. Je ne suis plus français qu'espagnol, remarquera Jacques Ier. Son père, chassé du précaré des aïeux, le prince Jacques étudia au collège de Beaumont, un établissement de la compagnie installé à Windsor. Puis en 1890, il fut cadet à l'académie militaire de Wernher-Neustadt, institution voisine de Frosdorf. Breveté officier, le prince Jacques ne put, pour des raisons de haute diplomatie, servir l'empereur austro-hongrois. Son avenir de soldat n'en pâtit point. Il rentra dans la garde du tsar Nicolas II, unité basée à Varsovie et membre du corps russe de l'armée internationale expédié en 1900 au secours des légations de Pékin qu'assiégeaient les Boxers. Déploya une prodigieuse valeur, le prince Jacques fit l'admiration de tous. Il s'offrit pour aller faire éclater une mine préparée sur la route où il devait passer l'armée européenne. Le petit détachement qui devait ainsi être envoyé en avant-garde était considéré comme sacrifié. Le dauphin Jacques, avec un autre officier, demanda à le commander. Il réussit à faire éclater la mine et sauva ainsi l'armée. Les 3/4 du détachement périrent. Un hasard providentiel lui fut sauvé. La conduite du prince fut à ce point héroïque que le général Bayou crut devoir le proposer pour la croix de la Légion d'honneur. Le gouvernement français, qui avait expulsé le père du vivant d'Henri V, estima qu'il ne pouvait décorer le dauphin de France. Comment pouvez-vous donner une Légion d'honneur créée par Napoléon à celui qui devrait être roi de France et à la croix de Saint-Louis, dit un des ministres en exercice. Le prince Jacques serait aussi intrépide en 1904 qu'en 1900. Au cours de la guerre russo-nippone, il aura, lors de la campagne mandchoue, plusieurs chevaux tués sous lui. Charles XI disparut, étant impossible à un roi de France de vêtir un uniforme étranger, Jacques Ier rengaina son épée et ses uniformes. Colonel honoraire de la garde du tsar, le chef de la maison de France ou de Bourbon voyagea beaucoup. Des goûts semblables le rapprochèrent en Indochine du gouverneur général Paul Doumer. Et maître de Fronsdorf, héritage de la comtesse de Chambord, se consacra, malgré tout, attaché à son rôle de roi carliste, à sa tâche de gardien des lys. Ces initiatives de représentants des principes monarchiques du Saint-Royaume furent multiples. Un extrait de la lettre qu'il envoya datée du 16 décembre 1911 au général de Catlino,
quand le duc d'Orléans eut décoré à titre posthume le général de Charette, lettre que publia l'organe légitimiste, la monarchie française, et l'ensemble des quotidiens les résuma. Le chef de la maison de Bourbon, c'est moi, qui dans ma lettre au souvenir à l'occasion de la mort de mon regretté père, ai solennellement déclaré que j'entendais revendiquer tous les droits et prérogatives qui me transmettaient en dépôt, moi qui tiens du comte de Chambord avec le château de Fronsdorf, les reliques, les papiers et les archives de la monarchie légitime, ainsi que la maîtrise des ordres royaux. Son Altesse royale le duc d'Orléans est d'autant moins qualifié pour faire un chevalier du Saint-Esprit que pour s'approprier cet ordre, qui est le tout dernier de notre arbre généalogique, et que sa branche ne peut produire la moindre prétention qu'après la complète extinction non seulement de la mienne, mais encore celle d'Espagne, des deux Siciles et de Parme. Alors après, ils pourront intervenir. La guerre de 1914 éclatait, Jacques Ier, qui avait assigné à résidence au château de Fronsdorf le gouvernement de François-Joseph, montra combien de toutes les fibres de son être il était français. Blessé des positions germanophiles et que les carlistes proféraient, l'aîné des Bourbons adressa au journal un texte qu'imprima la Gazette le 21 mars 1916, qui commandait ces Espagnols d'avoir travesti les faits, ignoré volontairement le traitement odieux infligé à leur chef et défendu, eux, catholiques, les ambitions d'un empereur luthérien. La volée de Boisvert hérite à Vienne. Les Austro-Hongrois tensèrent le roi, le prièrent de communiquer à la presse un démenti au précédent message. Jacques Ier fut inébranlable. « Si je le signais, je ne pourrais plus vivre dans ce château, dit-il. Tous les portraits, ceux d'Henri IV, de Louis XIV, du comte de Chambord, me rappelleraient à chaque instant la honte d'avoir déshonoré le nom des Bourbons. Le sang du Capet n'avait point failli. » En 1931, Jacques Ier devina sa fin imminente. Il était célibataire, le successeur d'Hélice, son oncle, le vieux prince Alphonse, n'avait point d'enfant. Et Alphonse mort, le chef de la maison de France ou de Bourbon, et paradoxalement du carlisme. Serait le roi d'Espagne Alphonse XIII, petit-fils du cousin germain de Jean III, l'infant François d'Assise et d'Isabelle II. Or, la branche issue du prince Charles, frère de Ferdinand VII, la sienne, et la branche issue d'Isabelle II, fille de Ferdinand et usurpatrice du trône de Madrid pour les carlistes, la branche d'Alphonse XIII, était d'évidence fatalement brouillée. La conjoncture attristait le roi et il souhaita qu'avant son trépas, une réconciliation intervint entre lui et le successeur obligé de demain. Le roi Jacques et le roi Alphonse s'entretinrent au domicile parisien du 1er 43 avenue Hoche le 23 septembre 1931. L'aîné dit au cadet: « Peu importe qu'il y ait un jour ou qu'il n'y ait jamais de monarchie en France, mais il importe beaucoup qu'un Bourbon soit toujours fidèle à la France, où qu'il aille, où qu'il règne. Le chef de la maison de France, c'est l'aîné des Bourbons, point barre. Un jour, sans doute, ce sera toi, car tu es jeune et tu survivras à moi et à mon oncle. Dans tous les pays, sauf la France, les rois peuvent abdiquer. Les dynastes peuvent renoncer. En France, toute abdication, toute renonciation est nulle, parce que les princes des fleurs de lys sont à la France. La France peut renoncer à eux. La réciproque n'est pas vraie. Pour la France, tu ne pourras jamais ni renoncer ni abdiquer. De même, après toi, ton fils aîné, n'eut-il ni bras ni jambes, ni tête, prendra ta place comme chef de la maison de France. Là, il n'y a pas d'abdication possible. Le roi Alphonse acquiesça au bel exposé. Le 25 septembre, Jacques Ier vint à Fontainebleau où vivait en exil Alphonse XIII. Il y remit à son cousin le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Cet acte important marquait tout à la fois la fin de la branche carliste, la réconciliation des deux branches espagnoles et la garantie des droits des Bourbons à la succession française. Louis XIV pouvait respirer. D'une exceptionnelle dévotion, il avait vénéré Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jacques Ier mourut le 2 octobre 1931, tertiaire de Saint-François, Monseigneur Mayol de Lupé, prélat du pape, officia la messe de Requiem en l'église Saint-Philippe du Roule. Alphonse XIII présida les funérailles, auxquelles assistaient sa femme, la reine Victoire Eugénie, ses fils, les enfants Jacques, Jean de Gonzalve, les princes des deux Siciles, les princes de Parme, le cardinal Verdier, archevêque de Paris, le maréchal Lyotet, monarchiste, une foule de légitimistes. Les solennités se prolongèrent 3 jours. Charles XII. Le prince Alphonse, ayant joint son prénom le 4 novembre 1931 à celui de Charles pour ne pas gêner Alphonse XIII, fut le roi de France Charles XII et le roi carliste Alphonse Charles Ier. L'aîné des Bourbons et l'infante du Portugal, Marie des Neiges, de Bragance, qu'il avait épousée le 26 avril 1871, résidait à Vienne. Charles XII avait montré un magnifique tempérament de soldat. Zouave pontifical, lieutenant 2 fois blessé sur les remparts de Rome, alors qu'au mois de septembre 1870, les troupes de Victor Emmanuel II envahissaient la métropole du catholicisme, il s'était vu conférer l'ordre de Pie IX. Rome tombée, une autre lutte le mobilisa.
La guerre carliste rallumée, le prince qu'accompagnait l'infante Marie des Neiges, habillée comme lui de la livrée des croisés du pape, fut bras droit de son frère Don Carlos. L'un des héros du meurtrier affrontement de 1872-1876, les vétérans d'Italie, du moins un certain nombre d'entre eux, presque tous français ou belges, faisant pour l'Espagne et pour la cause carliste ce qu'avaient fait en 1870 pour la France les soldats de Charette, formèrent un bataillon de zouaves. Les zouaves fut la garde personnelle de Don Alfonso, et leur exemple mua les bandes requêtes indisciplinées en corps docile aux ordres et fabuleusement efficaces. La vieillesse avait anémié la foule de Charles XII. Son règne fut de témoignage indispensable anneau de la chaîne légitimité. J'admire la fidélité des quelques légitimistes français qui, comme vous, reconnaissent le droit en ma personne, aura-t-il écrit à l'avocat Paul Vatrin le 29 septembre 1933. Charles XII expira le 29 septembre 1936 à Vienne, des suites d'un incident de la circulation. Il avait le 3 juin 1932 placé le Sacré-Cœur de Jésus dans ses armes espagnoles. Alphonse Ier. Aîné des Bourbons à la mort de Charles XII, le roi d'Espagne, Alphonse XIII, fut Alphonse Ier en tant que roi de France de jure. Le roi Alphonse était né à Madrid le 17 mai 1886, d'Alphonse XII, décédé le 25 novembre 1885, et de la reine Marie-Christine de Habsbourg. Sa mère fut régente de l'État catholique et il prêta serment devant les Cortes le 17 mai 1902. L'histoire d'Outre-Pyrénées n'est point l'objet de notre ouvrage. Nous ne traiterons donc ni des guerres hispano-américaines où à Cuba l'Espagne perdit sa flotte mais sauva son honneur, ni celle du Rif où de 1921 à 1926 Français et Espagnols combattirent au coude à coude les sauvages hordes d'Abdelkrim, ni des troubles fomentés de 1917 à 1923, tras de Los Montes par les gauches, les anarchistes et les séparatistes, ni à la dictature du général Primo de Rivera. Nous ne regarderons qu'Alphonse XIII, susceptible au trône des lys, et Alphonse Ier. Quand éclata la guerre de 1914, alors que son devoir l'obligeait à préserver son peuple du terrible conflit, Alphonse XIII, roi d'Espagne, exprima dans une lettre que M. Poincaré cite dans ses mémoires le regret de ne pouvoir se battre dans nos armées. N'avait-il pas dit un jour « Je ne connais rien du plus beau que d'être soldat français », en même temps qu'il fait savoir à notre gouvernement que nous pouvions sans crainte dégarnir la frontière des Pyrénées dont il garantissait la sécurité absolue. Poincaré déclara: je l'admire et je crois en lui. Cet homme, bien que roi d'Espagne, peut être aussi roi de France. Et la lettre qu'il m'accorde et à qui j'ai accès en tant que président de la République montre bien que nous pouvons avoir confiance aux prétendants du trône de France. Comme un président de la République qui dit ça, hein. Alors, ce qui permet d'envoyer sans retard sur le front des renforts venus de Toulouse, de Narbonne et de Carcassonne, qui devraient contribuer à remporter la victoire de la Marne. Mais Alphonse XIII voulait nous apporter autre chose que l'aide platonique d'une neutralité si bienveillante fut-elle à la France. La France reçut de lui à diverses reprises des dons, et ce sont, de par sa volonté royale, les mines des Asturies qui nous fournirent le fer nécessaire à notre armement pendant toute la durée des hostilités pour faire poudre, canons et boulets, et bien sûr obus. Ce n'était pas encore assez. Le souverain, dont le cœur généreux saignait à la vue de tant de souffrances de la France, fonda en son palais de Madrid, il dirigea lui-même cette œuvre, qui sous le nom de Service des blessés et des prisonniers de guerre, secourut des milliers de victimes du conflit qui ravageait le monde. Recherche des disparus, surveillance des camps, rapatriement des malades, ravitaillement des provinces envahies, grâce à des condamnés obtenus à grand-peine des tribunaux allemands, toutes les interventions et les initiatives charitables du roi s'exercèrent pendant les 4 années de guerre en notre faveur. Et c'est quand il recevait l'ambassadeur allemand à Madrid que celui-ci ferme lui indiqua qu'il aidait trop la France, qu'il disait « Mais monsieur, je suis le roi de France ». Par cette œuvre du miséricorde, Alphonse XIII, qui dépensa pour elle 5 millions de sa fortune personnelle, intervint en faveur de 111 200 prisonniers militaires, 64 400 internés civils ou déportés. Il obtint le retour de 16 555 des nôtres et ses délégués firent des milliers de visites dans les camps, portaient à nos soldats secours matériel et réconfort moral dans leur captivité. Des centaines de requêtes affluaient chaque jour au palais royal, qui tout était suivi des faits, et très souvent le monarque y répondait lui-même par des lignes dictées par la délicatesse esquisse de son cœur. D'innombrables familles furent ainsi consolées par ce roi du sang de France.
Ainsi, quand il revint en France en 1919, quel touchant témoignage de gratitude l'accueillir. Il a sauvé mon fils, disait une vieille femme sur son passage. C'est à genoux que je devrais le recevoir. Le souverain se rendait en pèlerinage sur nos champs de bataille de Lorraine pour saluer la mémoire de nos héros tombés en défendant la France de ses pères, et on le vit au cimetière de Verdun se recueillir longuement avec une émotion qui faisait monter des larmes à ses yeux. Le président de la République le reçut, de nuit, par une porte dérobée, mais le fit dîner à l'Élysée. Après 1931, Alphonse XIII, ce roi du sang de France, ne foula plus en qualité de chef d'État le seul qu'ont labouré les Capétiens. Les élections espagnoles du 12 avril de cette année livrèrent quelques villes de la péninsule à la tyrannie des gauches. Le 14, Barcelone, Saint-Sébastien et Bar proclamèrent la République. Les drapeaux changèrent de couleur. Les campagnes loyales à la monarchie, le souverain eut pu juguler la subversion mais au prix d'une guerre intestine. Il préféra, épris de paix, abdiquer, s'exiler. Ce n'est pas parce que j'ai sacrifié tout mon être et toute ma fortune pour la France, dont je suis le fils, que je devrais, alors que j'en suis le roi, massacrer le peuple d'Espagne. Malgré son sacrifice, l'Espagne allait connaître, par la faute des socialo-bolcho anarcho-syndicalistes, d'innombrables horreurs jusqu'en 1938, jusqu'au triomphe de la glorieuse Reconquista du généralissime Franco. De 1931 à 1936, le roi Alphonse habita Paris et Fontainebleau, dont la présidence de la République et le gouvernement lui donna l'octroi du château. L'infortune n'y rattrapa. L'avènement du Front populaire au mois d'avril 1936 le contraignit à un second exode. Je ne suis jamais loin de la France, parce que je l'aime, dira l'aîné des Bourbons. Usant du titre de duc de Tolède, Alphonse Ier vivra désormais en Suisse, puis à Rome, où il écrira au moment du désastre de 1940 à ses amis de France, leur exprimant les sentiments qu'il ressentait en ces jours tragiques et angoissants, et ses regrets désolés de ne pouvoir agir aussi efficacement pour nos soldats que lors de la précédente guerre. Cependant, il mit généreusement au service de nos prisonniers l'influence qu'il gardait de Le Monde, et surtout auprès de la papauté. Il nous apporta une aide très précieuse. Alphonse Ier mourut à Rome le 28 février 1941. Il est inhumé en Espagne au monastère San Lorenzo avec les autres rois d'Espagne à l'Escurial. Jacques II et Henri VI. Ses droits à la couronne d'Élise point oblitérés par la renonciation à ses droits à la couronne de Madrid, renonciation qu'obéissant à son père, le roi Alphonse, il avait signé le 21 juin 1933, le prince Jacques devint le roi Jacques II le 28 février 1941. Jacques II ne prendra le nom d'Henri VI qu'en 1957, année où l'adjoindra Henri à son prénom initial. Le roi Alphonse, ayant transmis le 15 janvier 1941 le trône espagnol au second de ses fils encore vivants, le prince Jean, la dévolution dynastique rétablie telle qu'à l'époque d'Henri V, l'aîné des Bourbons était roi au-delà des monts, le cadet en deçà. Né au palais de la Granja de San Ildefonsa, province de Ségovie, le 23 juin 1908, le prince Jacques fut un roi d'une intense activité d'État. Handicapé après une mastoïdite mal soignée, il plaça, pour reprendre le mot de Charles X, son malheur au pied de la croix, puisa dans l'amour du Très-Haut la force de supporter une indescriptible torture journalière, et croyant des temps de foi, fut la bénédiction des pauvres et des affligés, ses vertus chrétiennes l'investirent de ses droits et d'avantages. Le 31 janvier 1946, deux lettres de Jacques II, l'une adressée aux Français, l'autre au prince Bourbon, notifièrent ses intentions royales. Jusqu'à son rappel à Dieu, le successeur d'Alphonse Ier animera la flamme du légitimiste. Au mois de janvier 1947, il institua un service funèbre qui annuellement commémorera l'assassinat de Louis XVI. Les premiers offices dits dans l'église Saint-Augustin, les suivants en l'église Notre-Dame des Victoires et après en la chapelle expiatoire le 8 mai 1956. Hôte du Conseil général de la Seine, il présida le dépôt à la basilique Saint-Denis de la nouvelle chasse de Saint-Louis IX. Au mois de mai 1959, sa voix rendue plus intelligible grâce à un effort surhumain, il relata devant les micros et les caméras de la radio-télévision son voyage autour du globe. Au mois d'avril 1967, à Angoulême, il assista invité d'honneur aux manifestations du 500e anniversaire de la mort du comte Jean le Bon. En 1971, à l'occasion de l'année Saint-Louis, il fut à Saint-Denis, de nouveau officiellement le 24 mai, au palais de justice à la demande du ministre des Affaires culturelles, patrona au mois de décembre la création de l'Institut de la Maison de Bourbon. Au mois de novembre 1972, il visita l'Ouest vendéen et Chouan, flétri le 19 au Mont des Alouettes, ces pollutions qui sont l'étatisme
le laïcisme, le socialisme, les partis, l'immoralité et l'argent tout-puissant, dit-il. En 1973, il écrivait au président de l'Union des étudiants de France un texte qui condamnait le projet d'autoriser le crime d'avortement, où il souhaitait de tout cœur que la fille aînée de l'Église ne puisse jamais paraître au jugement de Dieu et de l'histoire tachée du sang de ses enfants. Propagatrice de l'idéologie de mort, et tandis qu'Henri d'Orléans, pseudo-comte de Paris, applaudissait à l'abandon des départements algériens, Henri VI avait salué au mois de mai 1958 les troupes françaises d'Afrique du Nord et au mois de décembre 1959 stigmatisé la trahison du régime. Possesseur d'une maison civile, d'un conseil, d'un bulletin, ayant favorisé en 1955 la fondation d'une association générale des légitimistes français et d'organes de presse, le Drapeau blanc, la Gazette royale, Tradition française, Henri VI fut celui des rois de droit, avoir le plus fermement revendiqué sa qualité, sa position. Il rajeunit le légitimisme, le modernisa sans l'affaiblir, tint à infliger une élocution embarrassée, le langage d'un vrai roi. À Rome, le prince Jacques s'était uni le 4 mars 1935 en l'église Sainte-Agnès de Loyola, mademoiselle Emmanuelle de Dampierre, fille d'un gentilhomme de vieille origine picarde, le vicomte de Dampierre, deuxième duc de Saint-Lorenzo, et à compter de 1945, Jacques II de droit, il vécut ordinairement en France. D'abord à Rueil-Malmaison, puis à Paris, 9 avenue Ingrès, L'année 1946, à l'imitation de Charles XII et de Jacques Ier, le roi se titra duc d'Anjou. Henri VI rendit l'âme à Saint-Gall, en Suisse, le 20 février 1975. Un long coma résultant d'une chute effectuée sur le seuil de son domicile suisse précéda sa fin. Il avait eu 2 fils, le prince Alphonse et le prince Gonzalve, chefs de la maison de France et de Bourbon. L'aîné, le prince Alphonse, si tragiquement périt à Bevercric le 31 janvier 1989, fut de jure le roi très chrétien, Alphonse II. Les rois de France de jurer depuis 1830. Charles X, né le 9 octobre 1757 à Versailles, roi régnant du 16 septembre 1824 au 2 août 1830, mort le 6 novembre 1836. Louis XIX, né le 6 août 1785, roi le 6 novembre 1836, mort le 3 juin 1844. Henri V, né le 29 septembre 1820, roi le 3 juin 1844, mort le 24 août 1883. Jean III, né le 15 mai 1822, roi le 24 août 1883, mort le 18 novembre 1887. Charles XI, né le 30 mars 1848, roi le 18 novembre 1887, mort le 18 janvier 1909. Jacques Ier, né le 27 juin 1870, roi le 18 juillet 1909, mort le 2 octobre 1931. Charles XII, né le 12 septembre 1849, roi le 2 octobre 1931, mort le 29 septembre 1936. Alphonse Ier, né le 17 mai 1886, roi le 29 septembre 1936, mort le 28 février 1941. Jacques II Henri VI, né le 23 juin 1908, roi le 28 février 1941, mort le 23 mars 1975. Alphonse II, né le 20 août 1936, roi le 23 mars 1975, mort le 31 janvier 1989. Louis XX, né le 25 avril 1974, roi depuis le 30 janvier 1989. Voici que je vais clore cette 3e partie de la légitimité des Lys et le duc d'Anjou. La semaine prochaine, chapitre 4, les faussaires de la légitimité, c'est-à-dire tous ceux qui se sont orgueillis d'être descendants des Lys et qui s'est avéré que c'était des usurpateurs. Nous en saurons plus jeudi prochain sur ces personnages que je vous citerai, comme le célèbre Landorf, bien sûr, et jeudi, donc, la 4e partie de la légitimité des Lys et le duc d'Anjou. C'était Histoire de France, la légitimité des Lys et le duc d'Anjou, 3e partie. À bientôt. François, le frère aîné de Louis de Bourbon, décède tragiquement dans un accident de voiture le 7 février 1984, à l'âge de 12 ans. Il repose avec son père pour l'éternité. Rendons-lui hommage. La famille royale de France.
Louis de Bourbon, dauphin de France. Alphonse de Bourbon, son frère jumeau.